Imaginez que vous êtes sur un sentier forestier, que vous profitez du soleil et du chant des oiseaux, mais que vous tournez le dos juste un instant et que votre enfant disparaît sans laisser de traces. Aujourd'hui, nous allons partager 3 histoires vraies de disparition d'enfants dans la nature américaine, qui se sont toutes produites en quelques secondes, défiant la logique, le bon sens et des douzaines d'équipes de recherche professionnelles. Des lumières mystiques, des vêtements sans la moindre tache et des itinéraires impossibles parcourus pieds nus. Que se cache-t-il dans les forêts profondes et au sommet des montagnes? La première histoire raconte comment, dans la lueur des hautes montagnes du Colorado, au milieu de la beauté des forêts infinies et des rivières de montagnes impétueuses, une famille a été confrontée à sa plus grande horreur, la disparition d'un enfant. Un petit garçon de 3 ans, Jared Natadero, a disparu le 2 octobre 1999 dans une région qui, à première vue, n'était qu'un endroit tranquille où l'on se promenait le dimanche. Son père, Ali, était chargé d'organiser des vacances pour un groupe religieux. Il ne se doutait pas que ce jour-là, leur passe-temps serein se transformerait en véritable tragédie. Les chaussures des enfants, découvertes des années plus tard sur un flanc de montagne escarpé, sont devenues le symbole d'une grande douleur et d'un mystère qui semble ne jamais avoir été résolu. Pourquoi cette histoire suscite-t-elle tant de controverses et continue-t-elle de préoccuper de nombreuses personnes, qu'il s'agisse d'enquêteurs, de journalistes, de simples curieux ou des nombreux bénévoles qui ont tenté de participer aux recherches? Lorsqu'un jeune enfant disparaît, chaque instant compte, chaque preuve manquante peut avoir des conséquences irréparables. Dans le cas de Jared, les avis étaient mi-partagés. Certains étaient convaincus que le garçon avait été victime d'un puma, d'autres soupçonnaient qu'il avait été kidnappé. D'autres encore voyaient des signes d'un possible accident. Ajoutez à cela le stress extrême de la famille, la couverture médiatique sans précédent et les franches incohérences dans les opérations de recherche et de sauvetage, et vous obtenez l'une des disparitions les plus controversées dans les régions montagneuses des États-Unis. Des jours, des semaines, des mois et des années se sont écoulés depuis la disparition. Une première recherche active, impliquant de nombreux volontaires, des équipes de recherche et de sauvetage, des équipes de tournage et même des hélicoptères militaires avant que l'enquête ne commence à s'essouffler. Au lieu de la fin heureuse attendue, de nouvelles questions sont apparues. Pourquoi les vêtements attribués à l'enfant disparu ne contenaient-ils pratiquement aucune trace de sang ou de décomposition? Comment se fait-il que des pisteurs expérimentés n'aient pas trouvé les objets près de l'itinéraire officiel? Et pourquoi les restes retrouvés sont-ils tombés à plus de 150 mètres au-dessus de la piste? Quelles sont les raisons du refus catégorique du shérif du comté d'entrer en contact avec les membres de la famille? Enfin, le garçon aurait-il pu être sauvé si les gens avaient fait preuve d'un peu plus d'organisation et de discipline au départ? Le 2 octobre 1999 ressemblait à un samedi après-midi tranquille pour Alain Natadero, propriétaire d'un petit centre de vacances situé dans le pittoresque Poudre Canyon. L'établissement se trouve à environ 45 minutes à l'ouest de Fort Collins, dans le Colorado. Aline se préparait à rencontrer un groupe du Christian Singles Network, des personnes qui avaient décidé de passer un week-end dans la nature, de prendre l'air, de se faire de nouveaux amis ou de s'enrichir spirituellement. Ils étaient déjà venus plusieurs fois et rien d'extraordinaire ne semblait les attendre. Parmi les autres participants à ces rencontres, il y avait Janet, une amie proche de la famille Natadero, et les 2 enfants d'Alain, Jocelyn, une fille de 6 ans, et Jared, un fils de 3 ans. Le matin, vers 9 h, quelqu'un du groupe propose une excursion à la pisciculture.
L'endroit se trouve à 5 miles à l'ouest de la station, pas trop loin, mais bien en dehors de la zone de loisirs habituelle. Les bentiers, les sentiers, y sont considérés comme relativement sûrs, surtout à proximité de l'écloserie où les poissons sont élevés. Lorsque Jocelyn, inspiré par l'aventure qui l'attendait, a demandé à son père la permission d'accompagner Janet, Ali ne s'y est presque pas opposé. Il était sûr que toutes deux passeraient un peu de temps à l'écloserie, regarderaient peut-être les bassins d'Alvin et reviendraient saines et sauves. 10 minutes plus tard, le petit Jared s'approcha de son père avec la même demande. L'enfant de 3 ans est connu pour sa curiosité et son énergie. Alain a d'abord hésité. Il s'est rendu compte que l'enfant était plus agité que sa sœur aînée. Mais les membres du groupe lui ont assuré qu'il serait heureux de s'occuper de l'enfant. La persuasion a été plus forte que les doutes du père, et Jared a lui aussi fait une mini-promenade. C'est à ce moment-là que commencent à apparaître les premières inexactitudes dans les récits des témoins oculaires, indiquant que la suite des événements ne s'est pas déroulée sans heurts. Les randonneurs eux-mêmes se souviennent que leur randonnée jusqu'à l'écloserie était trop courte et ennuyeuse. L'un d'entre eux voulait emprunter un plus vrai sentier de montagne et leur a conseillé d'aller sur le Big South Trail. Pour ce faire, ils se sont enfoncés dans le canyon pendant environ une demi-heure. Mais dans leur hâte frénétique, ils n'ont pas jugé nécessaire d'avertir Alain de leur nouvel itinéraire. Le sentier était connu pour ses vues magnifiques, mais aussi pour ses dangers. Passages étroits, falaises abruptes, longues montées et descentes, potentiellement risquées pour de jeunes enfants. Néanmoins, le groupe décide de prendre le risque, car aucun d'entre eux ne semble se rendre compte de la complexité du terrain. Lorsqu'ils ont finalement atteint le début du sentier vers 10h30, les voyageurs se sont divisés en 3 petits sous-groupes, chacun allant à un rythme différent. Selon le bureau du shérif du comté de Larimer, le groupe de 11 personnes ne se connaissait même pas vraiment. Le niveau d'organisation était douteux. Personne n'avait confié la responsabilité des enfants. Personne n'avait assigné de rôle pour s'occuper et naviguer sur le terrain montagneux peu familier. En même temps, le petit Jared, voyant la nouvelle étendue et inspiré par l'atmosphère de la nature sauvage, se précipite avec un enthousiasme enfantin. La curiosité de l'enfant de 3 ans l'emportait manifestement sur sa prudence. Vers 10h40, les 2 premiers sous-groupes étaient déjà sur le sentier, et le 3e, selon certains témoignages, était également sur le point de les rattraper. Jared s'était retrouvé quelque part entre le 2e et le 3e groupe. Certains participants ont suggéré que le garçon reste sous la garde de Janet ou qu'il rejoigne sa sœur Jocelyn, mais peu d'entre eux ont réalisé à quel point il était facile de perdre de vue un petit enfant sur un sentier de montagne. Les garçons avançaient à des rythmes différents, s'arrêtant périodiquement pour admirer des chutes d'eau et contempler de magnifiques tartes-gorges. Mais il n'y avait pas de mouvement structuré. Selon l'une des femmes qui les précédait, Jared s'élançait de temps en temps vers l'avant, mais il ne répondait pas à ses cris. Il ne faisait que regarder en arrière, mais il continuait à courir. Lorsque le groupe faisait de courtes haltes, il ne vérifiait pas vraiment où se trouvait l'enfant. Au bout d'un moment, 2 pêcheurs ont emprunté le même itinéraire. Ils ont dépassé quelques touristes et Jared, voyant les nouvelles personnes, a couru après eux, peut-être dans l'espoir de demander quelque chose ou simplement de continuer à faire connaissance avec ces adultes inconnus. L'ouverture et la curiosité des enfants ont joué ici un rôle fatal. Quelqu'un a essayé d'appeler le garçon, de l'avertir de ne pas trop s'éloigner. L'un des hommes a même dit aux autres de le garder près d'eux. Mais, comme c'est souvent le cas lors de sorties communes, toute responsabilité s'est dissoute dans le groupe. Quelqu'un devait surveiller, quelqu'un d'autre devait faire attention, quelqu'un d'autre devait décider s'il était dangereux d'aller plus loin. Finalement,
l'enfant a tout simplement disparu de la circulation. Vers 11h20, une demi-heure après s'être engagé sur le sentier, Jared n'a plus été vu. Vers 11h30, certains participants ont entendu un enfant crier. Selon certains souvenirs, on aurait dit qu'il était joyeux ou enjoué. Selon d'autres, on aurait plutôt dit qu'il était effrayé. Malheureusement, personne n'est allé vérifier ce qu'il en était. Les randonneurs ont poursuivi leur chemin, espérant qu'ils rattraperaient bientôt le garçon ou qu'il reviendrait vers eux. Lorsqu'il était devenu évident que l'enfant n'était pas là et qu'il ne reviendrait pas, le groupe a commencé à s'inquiéter tardivement. Ils l'ont d'abord cherché dans le voisinage immédiat, en l'appelant par son nom. Mais le garçon ne répondait pas. Certains sont allés voir si d'autres voyageurs avaient vu Jared. D'autres retournèrent sur leurs pas, espérant le retrouver au début du sentier. Les résultats sont nuls. Finalement, 2 membres du groupe décident de retourner voir Alain et de lui annoncer la terrible nouvelle. Jared a disparu et personne ne sait où il se trouve. Son père est naturellement horrifié. « Comment ça, il a disparu ?» demande-t-il, ne comprenant pas comment un petit garçon peut être perdu quelques heures à peine après avoir commencé à marcher. Il se précipite vers sa voiture et se rend à l'endroit où le groupe a laissé le transport, tout en répétant « Ils ont perdu mon bébé! Ils ont perdu mon bébé !» Lorsqu'Alain a réalisé la distance parcourue par les touristes, soit 15 à 26 km de la station balnéaire, il a été stupéfait. Il lui semblait inconcevable que quelqu'un puisse considérer une telle marche comme convenable pour un enfant de 3 ans. Mais le temps presse. Le directeur du centre de villégiature a immédiatement appelé l'équipe de recherche et de sauvetage. Et Alain, précédant l'équipe de sauvetage, s'est précipité sur le sentier dans une tentative désespérée de retrouver son fils. Il court et crie « Jared, J-Rod, petit frère !» Mais plus il montait, plus il se rendait compte de l'immensité et de la difficulté du terrain. Bientôt, il doit revenir pour donner les coordonnées et tenter d'aider les équipes par radio. À partir de ce moment-là, les recherches ont commencé et se sont transformées en l'une des opérations de recherche les plus médiatisées du comté de Larimer. Un adjoint du shérif du comté de Larimer est arrivé avec des représentants des services de recherche et de sauvetage. À ce moment-là, Alain avait déjà parcouru une partie du sentier en essayant de retrouver son fils par ses propres moyens. Le choc et la confusion des parents augmentent de minute en minute. Jocelyn, la sœur de Jared, âgée de 6 ans, a déclaré qu'elle ne se souvenait pas très bien de tous les détails parce qu'elle était toute petite à l'époque. Mais elle se souvient du retour de son père, l'air dépité, et de l'avoir vu pleurer pour la première fois de sa vie. Pour un enfant, c'était un signal clair. Quelque chose de terrible venait de se produire. Les recherches s'organisent rapidement. On commence à parcourir le sentier dans les 2 sens, à descendre jusqu'à la rivière, à examiner les pentes et les rochers, à chercher des traces, des cris, des sons. Des professionnels de la cynophilie, avec des chiens entraînés à la recherche de personnes vivantes et de restes humains, sont également mobilisés. Un hélicoptère appartenant à la base de l'armée de l'air de Cheyenne, dans le Wyoming, a été utilisé par la décision du shérif. Cependant, les choses se sont compliquées lorsque cet hélicoptère militaire a été impliqué dans un accident le lendemain matin. En approche au-dessus d'une zone montagneuse, manœuvrant dans des conditions difficiles de fortes rafales de vent et de météo variable, le pilote a perdu le contrôle. L'appareil est tombé d'une centaine de mètres de hauteur et s'est écrasé sur la Great Southern Trail. À bord, outre les 4 militaires, se trouvait un volontaire de l'équipe de recherche et de sauvetage du comté de Larimer, Mark Sheets. Heureusement, tous ont survécu à l'accident mais ont été gravement blessés. L'hélicoptère lui-même a été détruit. Cet événement a ébranlé tout le camp de sauvetage. Soudain, le défi est double. Poursuivre la recherche de l'enfant disparu
tout en aidant leurs camarades impliqués dans l'accident. Certains membres expérimentés de l'équipe ont dû se reconvertir dans le sauvetage de victimes et la zone à explorer était toujours aussi vaste et extrêmement difficile. L'attention soutenue des médias n'a pas non plus contribué à l'optimisme. La nouvelle de la disparition d'un enfant de 3 ans dans les montagnes et du crash d'un hélicoptère s'est rapidement répandue dans tout l'État et au-delà. Des journalistes de grandes chaînes de télévision et de journaux ont commencé à arriver dans le canyon, installant des camps avec des studios hors site et des antennes paraboliques. Les gens se présentent avec toutes sortes d'offres d'aide, y compris des médiums qui veulent entrer en contact avec l'âme du garçon et des bénévoles, à l'allure étrange qui ajoute de la confusion à une situation déjà confuse. En conséquence, le shérif du comté de Larimer a commencé à restreindre l'accès aux sentiers afin d'éviter les blessures et les manipulations non autorisées. Cependant, la famille Natadero a très mal pris ces restrictions. Aline et ses proches voulaient participer aux dates recherches, mais on leur a explicitement dit que l'intervention des parents était censée interférer avec les professionnels. Selon leurs souvenirs, le shérif a même menacé d'arrêter Alain s'il tentait de pénétrer dans la zone interdite. Un grave conflit est apparu. Un père ne pouvait pas rester sans rien faire, sachant que son jeune fils se trouvait quelque part dans les montagnes, peut-être effrayé ou blessé. Cependant, les fonctionnaires ont estimé que c'était la bonne chose à faire. Entre-temps, les recherches se sont poursuivies avec toutes sortes de moyens. Des équipes de secours supplémentaires ont été déployées. Des plongeurs ont fouillé la rivière Cache-la-Poudre, bien qu'elle ne soit pas profonde. Les pilotes d'autres hélicoptères et de petits avions ont survolé le canyon, essayant de repérer quoi que ce soit d'inhabituel. Mais le temps a passé et aucun signe de Jared n'a pu être trouvé. Même les chiens n'ont pas détecté de traces olfactives cohérentes qui indiqueraient la direction exacte du voyage du garçon. Lorsque les recherches se sont prolongées et que l'hélicoptère s'est écrasé, plusieurs versions ont commencé à circuler dans la presse et parmi les sauveteurs. Lors des réunions d'information officielles, le shérif a mentionné à plusieurs reprises que Jared aurait pu tomber dans la rivière et se noyer. Selon lui, les conditions de la rivière auraient pu maintenir le corps au fond, et l'eau froide aurait empêché une décomposition rapide, de sorte que les restes n'auraient pu remonter à la surface que plusieurs mois, voire plusieurs années, plus tard. Cependant, les plongeurs qui ont examiné le lit de la rivière ont indiqué que le niveau de l'eau était très bas et que le fond lui-même était assez rocheux et visible. De grandes piles de troncs d'arbres ont bien sûr rendu les recherches difficiles, mais les experts ont estimé que les chances de trouver un corps dans la rivière étaient très élevées si quelqu'un s'était réellement noyé à cet endroit. Dans le même temps, la théorie d'une possible attaque de pumas a commencé à gagner en popularité. Cette hypothèse semblait plus plausible pour certaines personnes, car les lions de montagne étaient connus pour leur présence dans le comté de Larimer et avaient l'habitude d'attaquer des personnes. Cependant, la plupart de ces cas concernaient des adultes, ou du moins des enfants plus âgés, qui auraient pu pénétrer imprudemment sur le territoire du prédateur. D'autre part, un garçon de 3 ans n'était pas une proie difficile s'il rencontrait un puma, et la proximité d'une végétation haute et d'abris rocheux donnait au lion toutes les chances de s'approcher sans se faire remarquer. Une question importante se pose cependant. Où sont le sang et les vêtements déchirés, qui sont généralement laissés après une attaque de prédateurs? Où sont les traces de lutte et les restes traînés? Se pourrait-il que le puma ait traîné le garçon quelque part dans les montagnes? Des versions encore plus exotiques sont apparues sur la crête de toutes ces hypothèses. Ainsi, certains chercheurs se sont référés à l'écrivain et ufologue David Paulides, connu pour ses publications sur les disparitions mystérieuses de personnes dans les parcs nationaux.
Paulides a affirmé que dans de nombreux cas, les enfants disparus sont retrouvés dans des endroits où les équipes TRUM de recherche sont passées à plusieurs reprises. Il y a même des allusions à des raisons surnaturelles pour expliquer ces disparitions. Certains témoins ont ajouté leurs propres histoires de créatures étranges censées vivre dans les profondeurs de la forêt. Tout cela s'est transformé en spéculation et en légende, tandis que les autorités officielles assuraient mais que ces théories n'étaient jamais pas prouvées. À cette époque, le bureau du shérif reçoit également de nombreux appels téléphoniques de la part d'un jury d'adjoints volontaires. Les gens appelaient prétendant être des voyants, des sorciers. Certains rapportaient une autre masque-vision de l'endroit où se trouvait le garçon. Une femme a supplié de se rendre dans une grotte inondée où la vibration de l'esprit de Jared était particulièrement forte. Dans la plupart des cas, ces indices n'étaient même pas corroborés par des faits. En outre, des personnes, désireuses de devenir célèbres à la suite de la tragédie, ont fourni des informations délibérément déformées, voire de faux témoignages. Un habitant de Fort Collins a été arrêté pour avoir menti à plusieurs reprises à la police en prétendant être un informateur. Tout cela a ralenti les recherches professionnelles, perturbé des officiers déjà stressés et traumatisé encore davantage la famille. Au bout d'une semaine de recherche, la situation semblait bien sombre. Aucune trace de l'enfant ne pouvait être trouvée. Pas de vêtements, pas de taches de sang, pas de bouts de tissu, pas de jouets qu'il aurait pu transporter, pas même d'empreintes évidentes sur les parties d'eau boueuse du sentier. Les chiens relevaient de temps à autre de fausses traces, mais elles ne permettaient toujours pas de faire de vraies découvertes. Alain et Déborah, l'ex-femme d'Alain, ont désespérément essayé d'étendre la zone de recherche et de faire appel à des volontaires. Cependant, le shérif du comté de Larimer les en empêche de plus en plus. Le nombre de chercheurs non professionnels parcourant les bois augmente et les autorités craignent les accidents ou la perte de preuves. Lorsqu'il est devenu évident que le taux de réussite était minime, le shérif a pris la décision difficile d'arrêter les recherches officielles, ne laissant qu'un mode attente au cas où de nouvelles preuves ou de nouveaux témoignages feraient des surfaces. Pour la famille Natadero, ce fut un véritable coup dur. Comment arrêter les recherches alors que l'enfant de 3 ans n'a pas été retrouvé? Mais les autorités ont insisté sur le fait que toutes les mesures possibles ont été épuisées. Les sauveteurs et les bénévoles ont admis que la zone était trop vaste et que si l'enfant s'était éloigné de la piste ou avait été entraîné par un animal, il n'y avait pratiquement nulle part où chercher et rien sur quoi s'agripper. D'un autre côté, l'esprit du père tournait encore à l'idée d'un possible enlèvement. Après tout, il était possible que quelqu'un ait pu sortir le bébé des bois et l'emmener. Mais le bureau du shérif avait interrogé toutes les personnes impliquées ce jour-là et n'avait trouvé aucune raison de procéder à une arrestation. Aucun criminel ou individu suspect n'a été vu dans le canyon de son propre chef. Au bout de quelques mois, l'enquête s'est éteinte, mais les discussions autour de l'affaire se sont poursuivies sans relâche. La famille s'enfonce dans une attente épuisante. Chaque appel téléphonique est porteur d'espoir. Et s'il y avait un témoin, peut-être que Jared était vivant et qu'il a été vu dans un état voisin. De temps en temps, en effet, on entendait parler d'un garçon qui ressemblait à Jared. Mais aucune vérification n'a donné de résultats positifs. Parfois, des imposteurs prétendaient même être l'enfant disparu, mais les tests ADN dissipaient rapidement les illusions. La véritable percée dans cette affaire a eu lieu en 2003, lorsque 2 randonneurs de Fort Collins, Gary Watts et Rob Osborne, ont parcouru la région du Great Southern Trail. Alors qu'ils grimpaient un éboulis situé à environ 150 mètres au-dessus de l'endroit où les gens randonnent habituellement, ils ont soudain remarqué la traîne d'un enfant. Au début,
Les hommes n'étaient beau que vaguement inquiets, mais lorsqu'ils ont vu une deuxième chaussure et des morceaux de pull en polaire à proximité, ils ont compris qu'ils étaient tombés sur quelque chose d'important. Des fragments d'un pantalon de sport bleu, retourné à l'envers, se trouvaient à proximité. Le tissu semblait avoir été plumé par des oiseaux pour en faire des nids. Certains morceaux avaient été séparés, d'autres étaient restés intacts, interloqués. Watts et Osborne se souviennent de l'histoire de la disparition d'un enfant de 3 ans. Ils photographient tout ce qu'ils trouvent, en prenant soin de ne pas déplacer les objets, puis ramassent soigneusement les chaussures et le pullover pour les remettre au shérif. Ils ont dû rentrer presque dans la soirée, et ce n'est que le lendemain qu'ils ont pu signaler officiellement leur découverte au bureau du shérif en y joignant les photos. Les enquêteurs ont remonté la pente en question et ont trouvé les vêtements éparpillés sur une petite surface. Ils ont également trouvé de petits fragments d'os qui ressemblaient à des os d'enfants. Peu de temps après, un fragment de la partie supérieure du crâne et une dent unique ont été trouvés dans la même zone. Les experts ont immédiatement effectué des tests ADN, mais en raison du mauvais état des os et des particularités de la technologie utilisée, ils n'ont obtenu qu'une correspondance probable avec les échantillons ayant appartenu à Jared. Ils avaient été prélevés sur ses parents. Il a fallu plusieurs procédures supplémentaires pour confirmer que la découverte était de bien liée au garçon disparu. Rapidement, le shérif a fait une déclaration à la presse. « Nous sommes convaincus qu'il s'agit des restes de Jared Natadero. L'hypothèse officielle qui a de nouveau été émise est celle d'une attaque de puma. Le raisonnement est le suivant. Les affaires ont été trouvées en hauteur, au-dessus du sentier, où l'animal a pu entraîner l'enfant. En outre, certains vêtements présenteraient des blessures par perforation ou des marques ressemblant à des crocs. Cependant, de nombreux détails de la découverte ont soulevé des doutes. Tout d'abord, il n'y avait ni sang ni décomposition sur les vêtements. Si l'enfant avait été entraîné par un cougar, on s'attendrait à une abondance de traces biologiques. Deuxièmement, le pantalon de survêtement était retroussé et semblait avoir été enlevé avec beaucoup de précaution, plutôt que déchiré au cours de la lutte. Aucun grand os de jambe ou de bassin n'a été trouvé, ce qui semble également étrange dans le cas d'une attaque de lion. Le pullover en laine polaire était entier, même s'il présentait de petites piqûres dont l'origine n'a pu être déterminée avec certitude. La question était de savoir pourquoi aucun de ces fragments n'avait été trouvé au cours de la première semaine de recherche, alors que des centaines de personnes parcouraient le sentier et les pentes avoisinantes. L'endroit où il a été trouvé n'était pas si inaccessible, et il est fort possible que quelqu'un y soit déjà passé. Après la découverte officielle des restes et des vêtements, les discussions actives autour de l'affaire ont repris. Les experts médico-légaux de l'État n'ont trouvé aucune trace d'ADN animal sur le tissu et, en outre, aucun cheveu humain. Le père de l'enfant, Alain, a demandé de nouveaux tests en contactant des laboratoires indépendants. Un rapport a indiqué que les échantillons prélevés sur la dent contenaient du matériel génétique mixte, ce qui laissait supposer la présence de l'ADN de quelqu'un d'autre. Mais d'autres tests n'ont pas été effectués correctement, car la dent a été déchiquetée et éliminée au cours du processus, ce qui n'a pas permis à la famille de revérifier les résultats. Les autorités ont finalement délivré un certificat de décès indiquant que la cause était indéterminée. Dans les communications officielles, le shérif et d'autres représentants du comté ont cependant continué à s'en tenir à l'explication selon laquelle l'animal avait très probablement été attaqué par un puma. Pour les experts connaissant les habitudes des grands félins, ce scénario n'était pas convaincant.
Les signes d'une attaque de prédateurs sont généralement facilement reconnaissables aux vêtements déchirés, à la fourrure abondante et à la disposition particulière des os. Si une lionne avait entraîné un enfant de 3 ans, il est peu probable que son pantalon soit resté presque propre et que ses bottes aient été retrouvées si près les unes des autres. La théorie selon laquelle l'enfant serait tombé de la falaise et que ses restes auraient été dispersés par des animaux ou des oiseaux a également été évoquée. Les théoriciens du complot ont fait remarquer « Et si Jared avait été kidnappé ?» Mon père avait entendu parler d'un garde forestier qui avait vu un garçon ressemblant à Jared courir vers un homme étrange. Mais cette information n'a jamais été corroborée par le shérif. Au niveau des documents, elle a été ignorée selon Aline. Il y a également eu des appels téléphoniques suspects au cours desquels un inconnu s'est fait passer pour un policier et a dit « On vous raconte des mensonges. Quand tout sera clair, nous serons de votre côté. » Mais ces promesses sont restées vaines. De nombreuses personnes, journalistes, bénévoles, agents des forces de l'ordre, ont traversé toute cette période. Chacune d'entre elles a ajouté un nouveau détail ou une nouvelle version qui a été démentie par les faits ou qui n'a jamais été développée. Pendant cette période, le père et les membres de la famille ont eu l'impression que l'enquête perdait de son intérêt. Au lieu d'une recherche claire de preuves, on mettait de plus en plus l'accent sur les déclarations publiques et le scénario accepté. Aline Natadero a souligné qu'il n'a jamais considéré que l'hypothèse du puma était prouvée. Il a suggéré que le shérif a choisi cette explication parce qu'elle clôt l'affaire aux yeux du public. Mais elle n'a pas été confirmée juridiquement. Techniquement, l'affaire de la disparition du petit Jared Natadero, âgé de 3 ans, a été classée en 2003, car des restes ont été retrouvés et la procédure relative à la cause du décès a été suspendue. Mais pour les proches de l'enfant et les dizaines de sauveteurs et de bénévoles qui y ont consacré du temps et des efforts, l'histoire n'était pas terminée. Alain a déclaré que pendant des années, sa vie était devenue une enquête sans fin. C'est ainsi qu'a pris fin l'une des histoires de disparition d'enfants les plus mystérieuses et les plus difficiles du Colorado. Elle interpelle toujours la conscience de ceux qui font de la randonnée, appelle à une meilleure préparation des sentiers et à une réflexion plus claire sur la sécurité des jeunes enfants. Une autre disparition mystérieuse a eu lieu en août 1982. La famille Brooks, Simon, père, Mary, mère, et leur fils Jeremy, âgé de 6 ans, étaient partis en week-end dans le parc national des Great Smoky Mountains, dans le Tennessee. Ce parc était déjà célèbre pour ses pentes brumeuses, sa riche végétation et son réseau de camping, où les familles, avec enfants, venaient souvent s'éloigner de l'agitation de la ville. Le site où les Brooks ont campé était proche du sentier menant à la rivière et, selon des témoins, l'endroit semblait assez sûr. Jérémy, un enfant énergique de 6 ans, adorait jouer en plein air. Ses parents ont monté la tente et ont commencé à trier les affaires et à cuisiner, tandis qu'il restait à courir autour du foyer et à jeter des cailloux dans le sillon. Personne n'avait imaginé qu'en quelques minutes, la vie de la famille allait être bouleversée. D'après les souvenirs de Mary Brooks, tout s'est passé en l'espace de 60 à 90 secondes. Le père et la mère étaient absorbés par la préparation des provisions, ont échangé quelques mots sur l'organisation de la soirée, puis ont regardé dans la direction de Jeremy pour l'appeler auprès du feu. Mais le garçon était introuvable. À première vue, il semblait s'être caché derrière un buisson. De telles farces enfantines s'étaient déjà produites auparavant. Mais après l'avoir appelé à plusieurs reprises, les parents n'ont pas entendu de réponse. La zone du lac-parc étant petite,
Simon a immédiatement fait le tour, vérifié les buissons, les arbres, l'endroit près du ruisseau à 10 mètres de là. Rien. C'est clair. Pas de bébé. Quelques minutes plus tard, la famille donne l'alerte et les voisins du camp se joignent aux recherches. Une demi-heure plus tard, un garde forestier des environs est appelé. La situation devenait de plus en plus effrayante. Un rayon de 2 mètres, puis 3, 4. Il n'y avait aucun signe de l'enfant. Il n'y a pas de cris, pas de branches cassées, pas de morceaux de vêtements. Un enfant heureux ne pouvait pas s'enfuir trop loin, en 1 minute sans faire de bruit, d'autant plus que la forêt était dense par endroits, et qu'il ne montrait aucune envie de s'enfuir. Dès le soir du premier jour, alors que la lumière commençait à décliner, les gardes forestiers ont commencé à organiser des recherches à grande échelle. Ils ont installé des postes de volontaires sur les sentiers, interrogé les randonneurs qui avaient même vu l'enfant. Toute la nuit, plusieurs groupes ilomates munis de torches ont fait le tour du camp, en appelant le nom de Jérémie, mais en vain. La famille est restée éveillée, espérant qu'il était simplement perdu et qu'il pleurait quelque part dans les buissons. Mais le garçon n'a pas répondu. À l'aube du deuxième jour, des forces supplémentaires sont arrivées. Des agents cynophiles avec des chiens, des agents de police du comté. Les environs ont été ratissés dans un rayon d'environ 3 km. Les chiens ont repéré l'odeur de Jérémie à partir du camp, ont suivi le chemin, mais l'ont rapidement perdu de vue. C'était comme si le garçon avait atteint un certain point et avait disparu. La mère sanglote, le père n'en croit pas ses yeux. Comment est-ce possible? Nous ne nous sommes éloignés qu'1 minute. Pendant ce temps, l'un des gardes vérifiait la rive d'un ruisseau local, se demandant si l'enfant n'était pas tombé à l'eau. Aucune trace de lui, et le courant n'était pas assez fort pour transporter un corps. Les sceptiques évoquent un possible enlèvement, mais par qui? En plein jour, devant des dizaines de campeurs dans un camping? Pas de témoins, pas de bruit, ni de signes de lutte. Chaque jour de recherches infructueuses rend l'atmosphère de plus en plus tendue. La zone proche de la rivière est ratissée afin qu'il n'y ait plus de recoins inexplorés. Les chiens, entraînés au sauvetage, courent sans succès pendant 5 jours, perdant leurs traces à quelques centaines de mètres du camp. Au 4e jour, certains ont commencé à suggérer de se souvenir d'autres cas de disparition d'enfants dans les Great Smoky Mountains, soulignant que la forêt recèle parfois d'étranges secrets. Mais tout le monde attendait au moins une trouvaille, un bout de tissu, une chaussure, car le garçon portait des sandales légères, un t-shirt, un short. Rien n'a jamais été trouvé, et personne n'a déclaré avoir vu l'enfant. Les parents, presque réveillés, ont déclaré aux journalistes « Le fils a littéralement disparu sous notre nez en 1 minute ». Les personnes impliquées dans les recherches commençaient déjà, hélas, à se préparer au pire de prédictions. Le garçon aurait pu être victime d'une attaque animale ou d'une anomalie quelconque. Le 5e jour, alors que l'espoir s'évanouissait, la nouvelle a ressemblé à un miracle. Un groupe d'alpinistes se reposant sur l'un des sommets de la montagne, à environ 15 km du camp, a vu un petit garçon errer sur une zone rocheuse près du sommet. Il semblait ébouriffé, pieds nus, sans vêtements, vêtu d'un t-shirt sale, mais vivant et relativement indemne. Les alpinistes, ils étaient là étroits, se sont immédiatement précipités vers l'enfant, lui ont offert de l'eau et de la nourriture, puis lui ont demandé s'il était Jeremy Brooks. Le garçon a à peine réagi, l'air distant, mais il a donné son nom. Le chef des recherches est informé de l'incident par radio. Tout le monde s'est précipité dans la montagne pour s'assurer qu'il s'agissait bien de l'enfant disparu. Du camping à ce sommet, il y a 15 km de terrain accidenté et d'escalade. Pour un randonneur adulte bien équipé, il s'agit d'un parcours sérieux, mais pour un enfant de 6 ans, pieds nus, cela paraissait totalement irréaliste. Il n'en reste pas moins que Jeremy Brooks était là,
vivant, relativement sain, à peine déshydraté et en état de choc. Les sauveteurs ont remis le garçon aux ambulanciers qui sont rapidement arrivés sur les lieux par hélicoptère. L'examen a permis de constater qu'il ne présentait pas de blessures graves. De petites égratignures, des écorchures, mais pour un homme qui avait passé 5 jours dans la forêt, cela semblait presque miraculeux. Il n'y avait aucun signe d'épuisement sévère, malgré le manque de nourriture et d'eau, du moins connu des sauveteurs. Les parents, apprenant l'heureuse nouvelle, sont venus à l'hôpital où Jérémy avait été emmené, et il les a reconnus sans poser de questions. Le garçon s'accroche à eux, mais dans la conversation, il a un comportement étrange. Ils leur demandèrent « Jérémy, où étais-tu? Que s'est-il passé ?» Il secouait la tête et répondait « Je ne me souviens pas. » Au cours de l'entretien, mené par la police et un psychologue, le garçon a parlé de leur lumière scintillante et a déclaré que elle ne voulait ni de vraiment que je les suive. Lorsqu'on lui a demandé où il avait passé la nuit et comment il avait survécu au froid, Jérémy s'est contenté de hausser les épaules. Cette affaire est certainement l'une des plus réussies, puisque l'enfant est revenu vivant. Dans de nombreuses autres disparitions similaires dans les forêts de montagne des États-Unis, l'issue est beaucoup plus triste. Néanmoins, le fait qu'un garçon de 6 ans ait mystérieusement parcouru 15 km en 5 jours, sans nourriture et avec un minimum de vêtements, a fait parler la communauté locale et les chercheurs d'anomalies d'un phénomène inexploré. La fin heureuse n'a pas effacé ce qui s'est passé en août 1982. Cela restera l'une de ces histoires où c'est comme si la nature des Great Smoky Mountains avait pris un enfant pour elle et l'avait ensuite laissé partir, sans expliquer ce qui s'est passé pendant ces nuits sans sommeil. Et qui ou quoi était ces Uncle Lumière que Jérémy suivait. Au début du mois de juillet 1987, la famille Harrison décide de passer une semaine dans les montagnes, en faisant de courtes randonnées d'une journée sur le sentier des Appalaches dans la région du Monte Rogers. Les parents, Michael, 39 ans à l'époque, et Linda, 37 ans, rêvaient depuis longtemps de faire découvrir à leur fille, Melissa, âgée de 8 ans, la beauté des montagnes de Virginie. Cette section du sentier était connue pour ses cols pittoresques, ses clairières couvertes de rhododendrons et la possibilité de rencontrer les poneys sauvages qui habitent certaines parties de la montagne. Nés dans une petite ville près de Richmond, les Harrison se considéraient comme des randonneurs expérimentés, mais pas comme des alpinistes professionnels. Ils ont choisi à l'avance les itinéraires les plus accessibles et ont consulté les prévisions météorologiques qui annonçaient des journées temps claires et chaudes, avec parfois une pluie fine en soirée. Lorsqu'ils sont arrivés dans le parc, ils se sont installés dans un camping doté de tous les équipements nécessaires. Melissa était enthousiaste à l'idée de passer du temps dans les montagnes. Elle aimait la nature, la peinture et rêvait de photographier les poneys de la région dont ses parents lui avaient parlé. Il n'y avait rien à attendre, les conditions semblaient favorables, le temps était ensoleillé et l'itinéraire lui-même ne nécessitait aucune expérience sérieuse. Les Harrison ont eu le temps de faire connaissance avec leurs voisins de camping, qui sont également venus en famille. La veille de l'accident, Melissa avait fait une petite promenade avec ses parents et semblait parfaitement heureuse. Cependant, le jour suivant s'est transformé en une tragédie qui a changé la vie de la famille pour toujours. Selon les notes du rapport de police, le 14 juillet 1987, il a été décidé de parcourir un tronçon du sentier des Appalaches d'une longueur d'environ 4 miles pour atteindre un point d'observation sur le versant du mont Rogers. Le matin, vers 10 heures, mes parents et Melissa ont quitté le camping.
emportant un petit sac à dos contenant de l'eau, des sandwichs et un appareil photo. Après avoir parcouru environ 3 km sur le sentier, ils ont fait une pause pour boire de l'eau. Mélissa, comme s'en souvient son père, a reculé de quelques mètres jusqu'à la fourche du sentier, regardant les fleurs aux couleurs vives qui poussaient près des buissons. Les parents ont été distraits pendant une seconde par la carte, vérifiant où tourner ensuite. Lorsque Linda appela sa fille, celle-ci ne répondit pas. Ils pensèrent d'abord que Mélissa s'était cachée derrière un arbre, comme elle le disait souvent en plaisantant. Mais après avoir fait le tour de quelques buissons voisins, les parents ne trouvèrent pas d'enfant. On aurait dit qu'elle s'était littéralement volatilisée. Au début, ils n'ont pas paniqué. Ils l'ont appelée plus fort, ont marché le long du chemin dans les deux sens, sont entrés dans le buisson. Mais le temps passe et la fillette reste introuvable. Michael s'est mis à appeler et à crier. Linda est de retourner sur le sentier, espérant que l'enfant se soit accidentellement trompé de chemin. Rien ne se passe. Peu à peu, un sentiment de malaise s'installe dans l'air. Un temps clair, une route à proximité. Pas de falaises abruptes ni de rivière. Comment une fillette de 8 ans a-t-elle pu disparaître en quelques instants? Une demi-heure plus tard, les parents, conscients de la gravité de la situation, rencontrent d'autres randonneurs sur le sentier et demandent aux man de l'aide. Quelqu'un les a aidés à faire le tour des bois, voisins, à regarder dans les ravins, à appeler Mélissa par son nom, en vain. À midi, après avoir reçu un signalement de disparition d'enfants, le personnel du service forestier a envoyé un garde forestier sur les lieux. Il a fait le tour de la zone où la fillette a été vue pour la dernière fois et n'a trouvé aucun signe de lutte, aucun vêtement déchiré ou objet abandonné. Les parents sont en larmes. Nous avons littéralement tourné le dos pendant 1 minute. Tout au long de la journée, de plus en plus de touristes et d'employés se sont rendus dans le quartier pour participer aux recherches. Mais malgré les appels retentissants, les recherches dans les sentiers, les taillis et les bords de route, rien n'a été trouvé. Il est apparu clairement que l'affaire n'était pas simple. Habituellement, lorsqu'un enfant quitte ses parents, il se déplace à portée de voix ou répond tôt ou tard à l'appel. Ici, c'est le silence total. Certains ont immédiatement parlé d'un possible enlèvement, mais qui pourrait kidnapper dans un champ clair, par un jour clair, sans bruit. Le soir même, le service des forêts et la police locale ont annoncé une opération de recherche et de sauvetage de grande envergure. Des gardes forestiers des circonscriptions voisines, des volontaires et des chiens renifleurs ont été mobilisés. Le temps était encore remarquablement favorable, sans brouillard ni pluie pour compliquer les recherches. Le chien, qui avait reniflé le t-shirt de Mélissa, a retrouvé la piste où la jeune fille l'avait disparu, mais l'a perdue 30 à 40 mètres plus loin. Le dernier randonneur à avoir suivi le sentier a déclaré avoir vu l'enfant quelques minutes avant sa disparition. Elle était debout et regardait des fleurs. Mais l'homme a pris un virage et lorsqu'il s'est retourné, il n'a pas vu la fillette. La police a vérifié cette version, mais n'a trouvé aucun signe de violence ou de kidnappeur. Le quartier de Mount Rogers n'était pas connu pour sa criminalité dans les années 1980. Les parents étaient désespérés et se rendaient compte qu'ils allaient sans doute passer une nuit difficile sans leur fille. Le lendemain, les recherches se sont élargies. Des personnes devenues des villes voisines se sont portées de volontaires pour parcourir la forêt. Un hélicoptère a été dépêché sur place et presque tous les touristes et habitants de la région ont été interrogés pour savoir si quelqu'un avait vu la fillette dans un autre quartier. Rien de positif. C'était comme si Mélissa avait franchi une frontière invisible et disparu dans l'inconnu. 3 semaines durant, plusieurs dizaines d'employés et des centaines de bénévoles se sont relayés pour tenter de trouver au moins un signe de la présence de l'enfant. Chaque rocher, chaque ravin a été fouillé. À certains endroits, la forêt est devenue dense, mais de vastes zones ouvertes
ont été observés depuis le ciel. Ce n'est qu'au cours de la 2e semaine que de légères pluies le sont tombées, compliquant légèrement la situation, mais les sauveteurs et les parents avaient alors presque perdu tout espoir de retrouver la fillette vivante. Michael et Linda ont failli ne pas quitter la région, communiquant avec la police et les gardes forestiers, étudiant des cartes, essayant de comprendre où leur fille aurait pu se rendre accidentellement. Mais tous les sentiers et non-sentiers sont vides. Perdre un enfant sous leurs yeux, en quelques secondes, une telle chose a déjà été observée dans de rares cas, mentionnés auparavant dans la région des Appalaches, mais elle frappe toujours par son absurdité. Alors que les recherches sont sur le point d'être abandonnées faute de preuves, l'un des volontaires, un étudiant en biologie de 19 ans, chargé d'inspecter une zone de petites mangrottes, est confronté à un spectacle étrange. À environ 4 km, en ligne droite de l'endroit où Melissa avait disparu, dans une zone très accidentée, se trouvait une petite grotte. À l'entrée, sur un rocher plat, se trouvaient les affaires de la jeune fille. Un sac à dos avec un thermos d'eau, un coupe-vent et un short. Tout était presque en parfait état. Pas de taches, pas de traces d'un séjour prolongé sur le sol, pas même de la poussière ou de la saleté. On aurait dit qu'ils avaient été soigneusement déposés là, la veille. Les rapports de police indiquent que les objets étaient disposés comme si quelqu'un les avait soigneusement assemblés. Il n'y avait aucune trace de sang, aucune égratignure. Le sac à dos était défermé, le cahier de Melissa et quelques crayons à l'intérieur. Tout est intact. La grotte elle-même avait été explorée. Il n'y avait pas de feu de camp à l'intérieur, pas de traces d'enfant ou de quoi que ce soit d'autre. Le chien, qui a repris l'odeur, n'a rien pu faire pour aider. Il était nerveux, tournait en rond, mais ne s'enfonçait pas dans la grotte ni nulle part ailleurs. Cette constatation a découragé les sauveteurs et les parents. Pourquoi les objets étaient-ils en parfait état? Pourquoi Melissa a-t-elle enlevé son short et son coupe-vent alors qu'il fait assez chaud le jour et frais la nuit? Les parents ont confirmé que les objets appartenaient bien à leur fille. Mais la jeune fille elle-même n'était pas présente, et il n'y avait même pas de trace de sa présence. Cela a suscité une vague de spéculation. Peut-être quelqu'un avait-il déplacé ses affaires à cet endroit. Peut-être était-ce un signe que le kidnappeur avait décidé de se faire connaître. Cependant, aucune trace d'adulte n'a été trouvée à proximité. L'endroit était isolé et ne se trouvait pas sur une route fréquentée. Encouragés par le fait que quelque chose avait été trouvé, les sauveteurs ont poursuivi les opérations pendant environ une semaine, en examinant tous les endroits s'approchent. La grotte a été examinée de fond en comble, à l'aide de torches et de matériel. Aucun passage caché, ni aucun autre indice. L'examen détaillé des objets a seulement révélé qu'ils n'avaient pas été exposés à la pluie ou au soleil depuis longtemps. Théoriquement, il se trouvait donc à l'entrée de la grotte peu de temps avant d'être découvert. Mais Melissa n'a jamais été retrouvée. La personne qui a déposé les objets s'est-elle enfoncée dans les bois? La jeune fille est-elle en vie? Il n'y a pas de réponse claire à cette question. Au terme de 3 semaines de recherches ininterrompues, la police du comté et le service des parcs ont publié une déclaration officielle. Nous avons épuisé toutes les pistes. Aucune trace de Melissa Harrison n'a été retrouvée. L'affaire reste ouverte. Les parents ont quitté la région en larmes, mais ont continué à engager des enquêteurs privés pendant un certain temps, offrant des récompenses pour toute information. Aucune nouvelle piste n'est apparue. Les détectives ont vérifié la version de l'enlèvement, interrogé tous les touristes, rien de suspect. Plusieurs mois se sont écoulés, puis des années. L'incident est oublié dans les rapports nationaux, mais reste une cicatrice amère dans le cœur des proches. Que pensez-vous de ces mystérieuses disparitions? Partagez vos versions dans les commentaires, ci-dessous. Mettez des likes si vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne.
et activez les notifications pour ne pas manquer de nouvelles histoires incroyables. N'oubliez pas que la nature recèle des secrets qui n'ont pas encore été découverts.